Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil, un complément qui existe dans Excel qui s'appelle Analysis Toolpack et qui permet de faire des analyses statistiques très poussées. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation de cet outil. Donc, avant de commencer, je vais installer l'outil. Donc, pour cela, je vais me rendre dans l'onglet Fichier. Dans Fichier, je vais cliquer sur Options. Dans Options, je vais chercher Complément. Et dans Complément, dans Gérer, il y a Complément Excel et je clique sur Atteindre. Et là, vous voyez tous les compléments d'application inactifs. Et on voit le fameux Analysis Toolpack. Donc, je vais cliquer sur Atteindre. Voilà. Et je vais cocher Analysis Toolpack et je fais OK. À partir de ce moment-là, quand je vais me rendre dans l'onglet Données, j'aurai ici tout au bout un nouveau groupe Analyse avec utilitaire d'analyse. Alors ici, je vais chercher ce qu'on appelle la fréquence en statistique, c'est que j'ai un nombre d'étudiants qui ont fait un certain nombre, je veux dire, d'heures, par exemple. Et ici, j'ai fait une répartition donc une certaine classe de fréquence et je veux savoir la répartition pour chaque classe. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur utilitaire d'analyse. Une fois que j'ai la fenêtre qui est ouverte, je vais chercher histogramme. Je clique sur OK. Et ici, je vais renseigner plage d'entrée. Je vais prendre la plage d'entrée ici. Plage des classes, c'est celle-là. Et la sortie, voilà. Alors, je pourrais insérer dans une nouvelle feuille ou créer un nouveau classeur. Bon, ici, c'est juste des petits exemples, donc je vais le mettre dans la même feuille. Donc, plage de sortie, je vais le mettre, par exemple, ici. Et après, j'ai le choix. Par exemple, je peux créer un Pareto, un pourcentage cumulé, une représentation graphique. Je vais prendre une représentation graphique simple et je clique sur OK. Et là, vous voyez qu'il a automatiquement fait un histogramme avec le tableau correspondant. Alors, je vais améliorer un peu ça parce que ici, si on regarde comme ça, c'est pas très compréhensible. Donc ici, je vais mettre 0 à 20, 21 à 25, 26 à 30, 31 à 35, je me suis trompé, voilà, 36 à 40, 40 et plus. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ici réduire les espaces. Alors, je vais cliquer, voilà, et je vais faire un clic droit, mettre en forme une série de données. Voilà, et ici l'intervalle c'est 150%, donc moi je vais mettre 0%. Voilà. Et maintenant, ici, je vais aller cliquer pour mettre des bordures. Donc, je vais mettre un trait plein, couleur noire, et j'augmente un peu la taille. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus compréhensible. De 0 à 20, j'en ai 1. De 21 à 25, j'en ai 8. De 26 à 30, j'en ai 2. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et je vois ma répartition par rapport au nombre d'étudiants, comment ils se répartissent dans les différentes classes. On va passer à un autre exemple. Ici, c'est des statistiques descriptives, donc c'est à vraiment avoir un maximum d'informations sur statistiques en un seul tableau. Donc pareil, je vais cliquer sur utilitaire d'analyse. Je cherche dans la liste statistiques descriptives ici. Je clique sur OK. Il me demande la plage d'entrée. Voilà. Une plage de sortie. Alors ici, je vais mettre la plage de sortie en C1. Et je vais mettre un rapport détaillé. Et je clique sur OK. Voilà. Et vous voyez, du coup, j'ai ici la moyenne, l'erreur type, la médiane, le mode, l'écart type, la variance de l'échantillon, le coefficient d'aplatissement, coefficient d'asymétrie, la plage, le minimum, le maximum, la somme, le nombre d'échantillons. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les informations ici qui vont me permettre d'avoir les statistiques sur l'échantillon que j'ai. On va passer maintenant à une analyse de variance ici. Donc ici, c'est pour comparer les moyennes des échantillons. Donc
pareil, je vais chercher donc dans utilitaire d'analyse. Donc, analyse de variance à un facteur. Je clique sur OK. Donc ici, il me demande la plage d'entrée. Donc, je vais choisir. Voilà. Alors, ici, par exemple, ce qui pourrait être, c'est le coût horaire d'un professeur, les professeurs d'économie, le coût horaire des professeurs en médecine, en histoire. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, mes 3 colonnes avec des nombres. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas le même nombre dans chaque colonne. Ensuite, ici, je vais, pareil, choisir une plage de sortie. Et ma plage de sortie, ça sera en E1. Je clique sur OK. Et voilà. Je mets à la bonne dimension. Voilà. Et donc ici, on voit donc le rapport détaillé. En colonne 1, combien j'ai d'échantillons. En 2, en 3, la somme, la moyenne, la variance. Et j'ai l'analyse de la variance. Donc ici, c'est un peu plus détaillé que tout à l'heure. Puisque ici, en plus d'avoir, je dirais, un rapport détaillé, bon, moins que, bien sûr, au point de vue, ici, statistique descriptive. Mais j'ai ici, voilà. Ici, j'ai donc la somme des carrés, le degré de liberté, la moyenne des carrés, le F, la probabilité et ce qu'on appelle le F critique. Et je dirais, globalement, ici, ce qu'il faut, c'est on regarde si F critique est supérieur, enfin que F est supérieur à F critique. Dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse nulle, car si on regarde ici le F, il serait supérieur à 3, donc on peut rejeter l'hypothèse nulle. Et puis, on sait aussi que la moyenne des 3 échantillons ne sont pas identiques, hein, on voit bien. Il y a... Et par contre, avec ça, l'analyse ne me permet pas de dire où se trouve la différence. Et on va commencer à analyser un peu plus précisément. Justement, à part de rejeter l'hypothèse nulle, la seule chose que je peux faire, on va passer à ce qu'on appelle le F-test ou le test d'égalité des variances. Donc, je vais chercher aussi dans l'utilitaire d'analyse, ici, test des égalités des variances F-test. Donc, voilà, test d'égalité des variances F-test. Je clique sur OK. Je vais donc sélectionner ici ma variable 1. Donc, ce sont des étudiantes, pareil, qui ont fait un certain nombre d'heures ou qui ont un certain nombre de points. Plage pour la variable V2. La sortie, je le mets encore en E1. Et je vais donc cliquer sur OK. Voilà. Alors, par contre, ce qui est important ici, c'est que ici, la variance V1 doit être supérieure à la variance de la variable V1 doit être supérieure à la variance de la variable V2. Sinon, je dois échanger les colonnes. Je dois intervertir les données. Et ce qu'on regarde surtout, c'est ici le F, là, le 7,37. Le 7,37, c'est quoi? C'est la variance de la variable 1 divisée par la variance de la variable 2. Donc 160 divisé par 21,7, ça me fait 7,373. Voilà. On va passer aussi à ce qu'on appelle le test d'égalité des espérances, le t-test. Donc là, pareil, je vais aller cliquer. Alors, donc test d'égalité des espérances. Voilà. Pairé non, égal non, différente oui, puisqu'on voit que j'ai pas le même nombre de données de chaque colonne. Donc je fais OK. Plage pour la variable 1. Donc on refait toujours pareil. Hein. Ensuite, je vais prendre pour la variable 2. Voilà. La différence entre les moyennes, l'hypothèse, je dis 0. Donc ici, c'est ce qu'on appelle H0 qui est, donc pour avoir 0, c'est ce qu'on appelle le micro 1 moins micro 2 est égal à 0. Voilà.
Et je vais demander aussi une sortie, plage de sortie, toujours en E1. Voilà. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est la statistique T qui doit être supérieure, donc ici, là, le 1,472, qui doit être supérieur au critique T. Si on regarde, voilà, ce n'est pas le cas. Ah, pardon, il est là. Voilà. On voit ici la valeur, ça c'est la valeur critique T unilatérale, là c'est bilatéral. Voilà. Donc c'est le test d'égalité des espérances, appelé aussi t-test en statistique. Autre chose qui va être assez intéressant de faire, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. Donc ici j'ai une période avec des valeurs, des coûts, des quantités. Voilà. Donc je déplace un peu. Et voilà, donc j'ai représenté graphiquement voilà, l'évolution du prix par rapport à des mois, par rapport à des quantités. Voilà. Et ici, ce que je vais vouloir faire, donc c'est la moyenne mobile. Donc, utilitaire d'analyse, moyenne mobile, je clique sur OK. Donc je vais choisir ma plage d'entrée. Donc ici, c'est B2 à M2. Voilà. Ici, j'ai l'intervalle, donc je vais mettre pour commencer un gros intervalle de 6. Et en plage de sortie, ben, je vais me mettre par exemple ici, car après on verra, je vais rajouter des choses au-dessus. Et je fais OK. Hop. Oui, c'est vrai, j'avais dit que j'avais pris. Voilà. Alors, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui ne sont pas représentatives, qui sont pas là. Bah, tout simplement parce que j'ai dit un intervalle, je vous rappelle, de 6. Bah, les 5 premières valeurs, je ne peux pas calculer une moyenne mobile, vu que je n'ai pas, ici j'ai qu'une donnée, ici j'en ai 2, 3, c'est seulement à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je vais pouvoir calculer la moyenne mobile. C'est pour ça que les 5 premières valeurs, je n'ai pas de données. Alors, on va rajouter ça dans le graphique. Ajouter. Ça c'est le nom. Donc le nom, on va dire intervalle 6. Voilà. Et la valeur. Pourquoi il y a encore un ENA? Ah oui. Voilà. C'est bon. Voilà. Et je vais pouvoir marquer intervalle 6. J'arrondis un peu. Alors ici, le fait d'avoir mis un énorme intervalle, un intervalle de 6, donc je prends seulement tout, je prends les 6 valeurs, ça va me permettre de lisser énormément. On voit c'est très lissé et ça va masquer les pointes et les creux. Donc ce système de dents de scie, on voit que c'est carrément quasiment lissé, ça fluctue très peu, ça progresse. On voit quand même qu'il y a une augmentation, hein, une évolution, mais on voit quand même que c'est très lissé et on voit et du coup ça va masquer tout ce qui est les pointes et les creux. Alors on verra, hein, je vais changer, je vais mettre un intervalle de, par exemple, de 4. Donc je retourne dans données, utilitaire, moyenne mobile.
Donc ça change pas. Voilà. Ici, je vais mettre 4. Par contre, ici, la plage de sortie, je le mets à partir de B4. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai un peu plus de valeur. Donc je commence seulement à partir de la 4e valeur hein, pour sortir. Et on va rajouter dans le graphique. Voilà. Création, sélection des données, ajouter, intervalle 4. La valeur de la série, je vais prendre donc ici et je vais valider. Voilà. Par contre, je vais changer sa couleur. Pour qu'on voit un peu mieux. Très plein. Et je vais mettre, voilà, par exemple du rouge qu'on voit relativement bien. Et vous voyez que là, ici, avec donc l'intervalle 4, ça quand même, ça lisse aussi pas trop mal. Mais on voit qu'ici, il y a quand même un écart. Vous voyez que, du coup, j'ai un peu plus de pic par rapport à tout à l'heure. Par contre, si je mets une moyenne mobile, intervalle 2, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir là aussi le rajouter sur mon graphique. Donc, intervalle 2. Et j'efface la valeur de la série et je recopie. Voilà. Voilà, et là ici vous voyez quand même qu'il y a beaucoup plus de fluctuations. Et plus l'intervalle bien sûr est petit, bah, plus je vais me rapprocher des points. Hein. On voit, je suis de plus en plus près et on voit mieux ici les pics, les creux. Donc, voilà. Par rapport à la moyenne mobile de 4 ou la moyenne mobile de 6 où là c'est quasiment presque une ligne droite. On peut aussi faire un lissage exponentiel. Donc je reprends exactement le même que tout à l'heure. Voilà, sauf que cette fois-ci, dans Données, utilitaire d'analyse, et je vais faire un lissage exponentiel. Alors, la plage d'entrée, ben, ça ne change pas. Paramètres de lissage. Alors, le paramètre de lissage, il est compris entre 0 et 1. Et c'est ce qu'on dit là, c'est par rapport à la constante de lissage alpha. Et ici, si je mets 0,9, ben c'est 1 moins le paramètre de la constante de lissage alpha. C'est 1 moins la constante de lissage. Plage de sortie. Donc ici, pareil, on va laisser un peu d'espace. Je vais le mettre là et je fais OK. Voilà. Alors ici, donc j'ai un certain lissage et on va voir que quand je vais tracer ici, sélection des données, ajouter, donc je vais mettre alpha, voilà, 0,9, voilà. Et ici, je vais, voilà, sélectionner et je fais OK. Alors, on va refaire, donc ici, on avait 0,9. On va faire aussi un lissage de 0,8 pour voir un peu. Données, utilitaire d'analyse, lissage exponentiel, et on va mettre
0,8 et par contre la sortie en B4. Voilà. Donc on voit qu'il prend toujours le même point, hein, en point 2 en lissage, 120, 120. Bon, ici je ne peux pas faire un lissage vu qu'il n'y a pas de point avant, donc il reprend le point, le premier point ici, le 120. Mais dès le deuxième point de lissage, on voit ici qu'il y a un écart. Donc je vais le tracer. Alors 0,8 et valeur de la série ici. Voilà, et je vais changer la couleur. Voilà, donc on voit, hein, plus on avance, plus les deux s'écartent. On va faire donc ici un lissage de 0,3. Voilà. Donc je vais dans Données, utilitaire d'analyse, lissage exponentiel. Au lieu de 0,8, je mets 0,3. La sortie, c'est plus en B4, c'est en P3. Je valide avec OK. Voilà. On voit toujours pareil, hein, comme j'ai dit, le premier point, il reprend le premier point de la liste de mes échantillons, là, le premier point de mon échantillon qui est 120. Et après, c'est là où, d'après le lissage, donc c'est de moins en moins lissé. Donc, je vais rajouter aussi ce point. Création, sélection des données, ajouter 0,3 et j'efface. Et je mets cette valeur de série. Voilà. Je vais le mettre en une autre couleur, en noir. Et vous voyez que là, je suis quand même avec un léger décalage. Hein. On le voit, le pic, il est là, il arrive ici. Celui-là, il est là, il est là. Le creux, donc on voit qu'il y a un léger décalage, un lissage. Et fatalement, plus j'ai une constante de lissage qui est petite, ben, plus je vais avoir moins de lissage et plus c'est grand, mieux ça va être. Et ça va, du coup, j'aurai des points avant, le poids avant et le poids faible, et les pics et les creux, du coup, seront lissés. Une petite analyse de corrélation. Alors, ici, la valeur est comprise entre moins 1 et 1, et c'est pour voir comment deux variables sont clairement, je dirais, liées entre elles. Alors, il y a la possibilité, c'est ce que j'ai fait ici, d'utiliser une fonction de corrélation. Donc, vous voyez, voilà, coefficient de corrélation, je mets ma matrice 1, je mets ma matrice 2, et puis il me dit, par exemple, ici il me dit 1, ici il dit moins 1, voilà. Donc, il peut me dire comme ça, clairement. Ce qui me permet de savoir quoi? C'est que si, par exemple, ici j'ai x et y, ben, si x monte, comme ici, y monte, dans ce cas-là, le coefficient sera de 1. Si ça baisse et qu'il baisse, le coefficient sera de 1. Inversement, quand j'ai un coefficient comme ici, le coefficient de corrélation de moins 1, c'est quand j'ai x qui monte, y baisse. Donc on voit, de 0 je passe à 10, de 2 je passe à moins 8. Et on voit bien sur le graphique. Quand il descend, il monte. Ça fait moins 1. Si j'ai un coefficient de corrélation qui est de 0, parce qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, donc ici, on retourne dans Données, utilitaire d'analyse. On va aller chercher analyse de corrélation. Voilà. Alors, la plage d'entrée, ben, je sélectionne tout, intitulé en première ligne. Voilà. Plage de sortie en A28 et je fais OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois concrètement?
Bah, si je regarde entre A et B, 0,19, donc, eh ben, clairement, c'est qu'ils ne sont pas corrélés. Pareil, si je regarde entre B et C, 0,10, 11, il n'y a pas de corrélation. Par contre, si je regarde A et C, ils sont à 0,91, eh bien, ils sont très bien corrélés. Et on voit effectivement, quand je passe de 0 à 14, 0 à 11, on voit bien que les deux, vous voyez, la bleue et la grise, donc ils sont relativement bien corrélés. À l'inverse de, voilà, quand là ça monte, là il descend, donc c'est pour ça que j'ai des facteurs de corrélation qui sont plus petits. Voilà comment je peux voir effectivement aussi l'évolution de mes données. Alors, on va continuer. Ici, j'ai régression linéaire. Alors ici, on va donc voir la relation. Vous voyez, j'ai ici un tableau avec des quantités vendues, un prix de vente, un coût de publicité. Et ce que j'aimerais savoir clairement, c'est est-ce qu'il y a un lien sur la quantité vendue par rapport au prix que je fais et à la publicité que je dépense. Donc en gros, c'est je veux prédire mes ventes en connaissant le prix et la pub que je vais faire. Donc là aussi, je vais aller dans utilitaire d'analyse. Je vais chercher régression linéaire. Voilà, et ici. Super. Alors, plage d'entrée pour la variable Y. Donc ici, c'est mon prix. Voilà. Plage pour la variable X. Ici, c'est le prix et la publicité. Intitulé présent, oui. Voilà. Alors, clairement, la variable Y ici, là, donc la quantité vendue, c'est ce que je souhaite connaître. C'est ce qu'on dit, c'est la variable prédictive. C'est la dépendante, c'est celle que je vais devoir prédire. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle variable prédictive ou dépendante, puisqu'elle dépend du prix et de la publicité. La variable X, c'est la variable explicative, c'est celle qui va expliquer comment vont se passer, pour ici, mes quantités vendues. Et ce sont ce qu'on dit les indépendantes, puisqu'elles ne dépendent pas de quoi que ce soit, c'est moi qui décide. Par contre, ce qui est important, chose à bien comprendre, ce qui est important, c'est qu'il faut que les deux colonnes ici soient adjacentes. Oui, sinon j'ai un petit problème pour aller sélectionner. Et en plus, il y aurait des cellules vides et Excel n'aime pas ça. Donc l'intitulé, il est présent. La plage de sortie, je vais le mettre ici, en A11. Voilà. Je veux connaître les résidus. Ça, j'ai envie de savoir. Et puis, ça ira comme ça. Et je fais OK. Voilà. Et là, j'ai un rapport assez détaillé. On va agrandir les différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le rapport détaillé, j'ai ici les statistiques de la régression. Alors, ce qui est intéressant dans la statistique de régression, c'est ici, voilà, le coefficient de détermination R carré. Donc, je vois le coefficient de détermination R carré. C'est qui est quasiment de 0,96. Alors, ça fait en... Alors, on va arrondir un peu tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, on va aller... Et je vais arrondir... Voilà. Donc le coefficient c'est 0,96, ça fait de l'ordre de 96%. Donc ce qui veut dire que, en gros, le coefficient de détermination R carré, c'est ce qui va me permettre de dire que ma quantité vendue s'explique par prix et par le prix et par la pub. Plus il est près de 1, plus ça veut dire qu'effectivement je peux expliquer mes ventes par rapport aux deux autres variables
que sont le prix et la pub. Ils dépendent vraiment beaucoup de la pub et du prix. Pour 96%, ça a un impact. Donc voilà, là c'est assez important. Après, ce que je dois vérifier pour voir si c'est fiable, je dois vérifier ce qu'on appelle l'importance de F et aussi la valeur D. Alors pour cela, je vais aller voir ce qu'on appelle la valeur critique F. Alors ici, j'ai les degrés de liberté. Alors, voilà, somme des carrés, moyenne des carrés. Ici, voilà, valeur critique de F. Alors pareil, je vais mettre un peu tout ça. Voilà. Voilà, on voit que la valeur critique de F est de l'ordre de 0,001. C'est inférieur. Alors ce qu'on dit toujours, c'est pour qu'on soit bien, il faut que ce soit inférieur à 0,05. Donc ici, je suis bien. Donc c'est bien fiable. Et je vais aussi vérifier autre chose. Donc c'est la probabilité. Donc ici, alors on va pareil, je vais prendre et je vais mettre voilà avec 3 décimales. Donc on voit que la probabilité constante, elle est de 0 quasiment, que le prix c'est de 0,01, que la publicité c'est 0,005. Là aussi pareil, c'est inférieur à 0,05, c'est très bien. Donc ça veut dire que effectivement c'est très fiable et que ça marche très bien dès qu'il y a la pub ou le prix de vente ont une influence sur la quantité et qu'il n'y a pas de problème, ça se répercute bien. On va regarder le coefficient, donc le coefficient de quantité vendue. Alors, ici, voilà, j'ai ici mes coefficients, on les voit, les trois. La constante, le prix, la publicité. Alors ça, c'est très important, très important. Pourquoi? C'est la formule qui va me permettre moi-même de calculer à l'avance mes ventes par rapport au prix à la quantité vendue. Car si je regarde ici, c'est la quantité vendue, hein, Y, est égale à 8536,214 moins donc 835,722 que multiplie mon prix de vente plus 0,592 que multiplie la publicité. Et à l'avance, comme ça, si j'arrive et que je change le prix ou la pub, je n'ai plus qu'à reprendre Y est égal à 8536,214 moins 835,722 que multiplie le prix plus 0,592 que multiplie la publicité. Voilà la formule. Ici, j'ai toute l'information. Donc, si je la répète, je vais marquer ici. Donc, c'est 8536,214 moins 835,722 que multiplie donc le prix plus 0,592 que multiplie la publicité. Voilà. Voilà donc ma formule. Autre chose qu'on peut regarder aussi, ce sont ici les analyses des résidus. Donc ici les prévisions de quantité vendue et puis le résidu. En gros, c'est quoi? Ici, vous voyez que j'ai, ici d'après mon calcul, hein, c'est d'après ce calcul-là, en observation 1, j'aurais dû vendre 8523. Alors on va mettre aussi, on va arrondir. Voilà. J'aurais dû vendre 8523,009 quantité. J'ai vendu 8500, donc j'ai un écart résiduel. Voilà, c'est l'écart entre, je dirais clairement, la théorie et la réalité. Et si j'ai envie, ça, je peux faire aussi un graphique afin de bien visualiser. Alors, je vais faire un nuage de points. Voilà. Ce qui me permet de voir, pour chaque cas, l'écart que j'ai par rapport, donc si je suis en négatif ou en positif, par rapport à mon écart.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur l'outil Analysis Toolpack. Et, outil, comme vous avez pu constater, avec beaucoup de probabilités. Donc, c'est quand même des personnes qui maîtrisent bien la probabilité et qui en ont besoin. Et c'est un outil assez puissant et qui permet d'avoir des bonnes études comme ça et de faire des prévisions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.